Tu voudrais bien me tuer, hein, Tucker? Alors prends un numéro et fais la queue. Cliffhanger, aussi connu sous le nom de Die Hard sur une montagne, tiré d'une histoire vraie sur un crash d'avion bourré de marijuana ras la gueule, par le réalisateur de 58 minutes pour vivre et de L'île aux pirates, tourné en décor naturel à plus de 3000 mètres de hauteur, avec un Sylvester Stallone ayant le vertige, et pendant un tournage tellement dangereux qu'un cascadeur fut frappé par la foudre 3 fois et survécu. C'est Cliffhanger. L'histoire du projet du film débute en réalité en 1977, lorsqu'un avion de provenance inconnue s'écrasa en plein hiver dans un lac gelé du parc Yosemite aux USA, avec plus de 10 000 kilos de marijuana à son bord. Il faut savoir que le parc Yosemite, alors en pleine période hippie, était plein à craquer de fumeurs en tout genre. Forcément pour eux, cet avion fut une bénédiction, et sachant que personne n'allait réclamer le contenu, de nombreux plongeurs récupérèrent des monceaux du butin, dont une bonne partie avait été souillée par le kérosène de l'appareil. Et c'est alors que le grimpeur John Long se dit qu'une telle histoire ferait un bon scénar, et partit proposer ses services au producteur Gene Himes, également passionné d'alpinisme, afin d'en tirer un long métrage. Ils engagèrent par la suite Michael France pour bosser sur le projet, qui était scénariste débutant à l'époque, mais qui fera plus tard notamment le scénario de GoldenEye. Et quelle ne fut pas leur surprise lorsqu'en 1991, la société Carolco annonça avec bravoure avoir acquis pour 500 000 $, un script nommé Cliffhanger, racontant l'histoire d'alpinistes partant fouiller les décombres d'un avion. Scénario qui était signé par Michael France. Et nos deux amis découvrirent alors que ce dernier avait cherché à les rouler. De ce fait, un accord à l'amiable fut trouvé et Gene Himes fut donc engagé comme coproducteur du film, touchant un montant de 400 000 $ de la part de Carolco, tandis que John Long, lui, eut la joie d'être le tout premier de toute l'histoire du cinéma à avoir la mention d'après un prémisse 2 en tout début du film. D'où l'intérêt de faire attention au générique de film, t'as toujours des petites histoires derrière. Bon alors par contre je ne sais pas combien John Long a touché pour le scénario. Bon alors ça répond pas à la question de pourquoi le titre du film est de la même taille que n'importe quel autre nom du générique, mais on s'y rapproche. Il faut aussi savoir qu'au départ, Carolco était en train de travailler avec Renny Harlin et Sylvester Stallone sur un film nommé Gale Force, qui devait être une sorte de Die Hard dans un ouragan. Mais le projet fut annulé à quelques semaines de la production, car la technologie n'était pas encore assez suffisante pour bien simuler les tornades. Du coup, Harlin, qui était pourtant réticent à tourner encore une fois un film avec des terroristes, fut mis sur Cliffhanger, attiré lui par le tournage en montagne. Quant à Gale Force, je pense que le scénario fut recyclé pour le très sympathique Pluie d'enfer avec Christian Slater. Alors, même si un Gale Force est sorti en 2002 avec Treat Williams dans le rôle principal, mais alors faut que je vois ce machin. Et je digresse encore. Évidemment, le tournage de Cliffhanger dans les Alpes italiennes fut extrêmement compliqué. Un blizzard frappa l'équipe durant toute la scène où Stallone est suspendu avec un simple t-shirt, ce qui gela complètement les caméras ainsi que le film à l'intérieur. Un orage se déclencha en plein tournage à 3000 mètres de hauteur avec toute une équipe de tournage apeurée, cherchant à se planquer tandis que la foudre frappait de tous côtés, touchant 5 membres d'équipage, mais surtout le pauvre Earl Wiggins, à 3 reprises, qui pour l'anecdote avait déjà été frappé par la foudre dans les années 70. Rajoutons que certains forums parlent aussi d'un cuisinier mort d'une rupture d'anévrisme, sans compter la mort de l'alpiniste Wolfgang Gulick, qui s'endormit au volant de sa voiture à quelques semaines de la sortie du film. J'ajoute aussi que toute l'équipe de tournage fut tombée malade à cause de l'altitude et qu'il y eut tout plein d'autres accidents une fois retourné sur terre ferme, au studio. Notamment Sly qui s'est pété la main en cassant la gueule à John Lithgow, sans oublier le moment où il manqua de se noyer lors du passage sous la glace, car il ne voyait que dalle à cause de l'eau salée. Et évidemment, suite à tous ces tracas, le montage se révéla d'une complexité extrême, car quasi aucun plan n'était raccord suite aux conditions climatiques capricieuses. Et après avoir distribué une excellente bande-annonce, sans voix off, avec juste le requiem de Mozart en fond, le film sortit en date du 28 mai 1993, soit... 2 semaines avant Jurassic Park, certes, mais surtout le même jour que Super Mario Bros. Le film, engrangeant 255 millions de $ au total, à l'international, remettant Stallone sur le devant de la scène après les faibles résultats de Rambo 3, Rocky 5 et Arrête ou ma mère va tirer. Mais alors, est-ce que toute cette prise de risque en valait la chandelle? Et le film commence. Bon, c'est super connu, ça a même été parodié dans Ace Ventura en Afrique. Sylvester Stallone est ici Gabe Walker, secouriste chevronné qui nous fait une Tom Cruise ici, appelé pour une mission de sauvetage du... Non, je suis désolé, c'est pas le même là. Non, c'est pas le même. Même s'il y a eu un plan de raccord, non, en fait, c'est un effet spécial. Non, là, il est plus petit.
Il a une pléthore de machins accrochés à sa ceinture alors que l'autre il a moins de trucs. Non, excusez-moi, hein, je sais, c'est un film, voilà, c'est une illusion, mais bon, là j'y crois pas. Mais dans ce cas-là, Sly, tu dis pas que c'est toi qui l'as fait la cascade dans le making-of, je suis désolé. Yes. Bref, je disais, Sylvester Stallone est ici Gabe Walker, secouriste chevronné appelé pour une mission de sauvetage d'une jeune fille paumée tout en haut d'un piton rocheux, aux côtés de Mel Dixon, tiens, de Walking Dead, qui est arrivé sans le moindre cordage. D'ailleurs, même Stallone n'a pas de cordage. Sly, à quoi ça sert que t'aies autant de mousquetons si t'accroches rien avec le... Bref. Et Sarah, puisque c'est le nom de la jeune fille, nous raconte qu'elle est inexpérimentée et qu'elle a été un peu forcée de grimper tout là-haut parce que Merle lui a dit... Il m'a dit que c'était mieux que la baise. Connard! Et après que sa sangle se démonte d'une manière assez peu crédible, hein, parce que non seulement ils ont eu un procès avec Black Diamond, la boîte qui fabrique le matériel, à tel point qu'ils ont été obligés de marquer « Ce harnais a été spécialement modifié afin de permettre l'accident montré » sur le générique de fin, et surtout se mettant complètement à dos, dès la première scène, tous ceux qui étaient venus à la recherche d'une moindre crédibilité. Ce qui est super ironique par rapport à toute la promo du film qui nous bramait à maintes reprises que ce film est ultra réaliste. Et pendant que Frank, le pilote d'hélicoptère, prend curieusement son pied à avoir une femme à la limite de crever, Gabe tente de secourir Sarah, jouée par Michelle Joyner, réellement suspendue dans le vide. Gabe, la lâche pas, je t'en supplie. Oh merde, j'avais jamais pensé à ça. Mais celle-ci glisse, passe d'un blouson violet à un blouson gris, puis violet à nouveau, et Georgia Phipps, la cascadeuse, nous fait une chute de 120 mètres, causant un gros traumatisme pour Gabe, Jesse, Al, sauf pour Frank là, qui se marre à l'arrière. Oh non, je suis désolé, la scène est triste et tout, hein, mais j'ai pas pu me détacher de la performance de ce vieux con. Détaché, c'est rigolo. Et suite à la mort de la pauvre Sarah, Gabe Walker est jugé pour homicide involontaire et mise en danger de la vie d'autrui, puis convoyé dans un avion aux côtés de Rob Schneider. Mais fort heureusement, le virus profite du transport pour tenter de s'évader, et l'avion termine par s'écraser, libérant le passager 57. Gabe Walker parvient à choper un taxi à temps et à rattraper l'échappée sur une autoroute du futur, contrôlée également par un Gabe Walker omniscient, et non, je déconne. Ici, pas de procès. Non, au contraire d'une masse de films de Stallone de cette époque, hein, ici le film embraye directement après la chute sur un centre financier à Denver, Colorado. Sans le moindre rapport avec ce qu'on vient de voir. Ben ouais, quoi de mieux après une bonne scène traumatisante qu'un petit passage dans le monde merveilleux de la finance? Non, ma version était meilleure. Car ici, pas d'avion bourré à ras la gueule de stupéfiants, hein, comme dans l'histoire d'origine, le scénario nous place devant un bon vieux braquage des familles, avec une histoire un peu compliquée de transfert aérien de billets de 1000 $ fabriqués par le gouvernement américain, enfin bon bref, nous faisons également la connaissance d'un chauve à moustache, qui sera donc forcément le traître du film, puisque dans les années 90, tous les chauves à moustache sont les traîtres du film. Un exemple, Joe Pantoliano dans Matrix, Fredo, même si c'est les 70s, ça marche aussi. Accompagné d'une jeune recrue du FBI avec tellement marqué d'essai sur sa gueule que c'est abusé quoi. Vous faites toujours ce transport par avion? Presque. Un fourgon blindé, ça se pirate. Un train, ça déraille. Mais l'avion, ça, on n'y touche jamais. Je n'ai pas perdu un billet en 12 ans, me portez pas malheur. Et Traverse, puisque c'est le nom du méchant, décide donc d'envoyer bazarder ses 12 années d'honnêteté le même jour que choisit Gabe, après avoir passé 8 mois en dehors de la montagne, pour revenir prendre ses affaires, femme incluse, parce que ça serait pas un Die Hard sans un bon vieux couple qui bat de l'aile. Tu reviens ici après un silence de presque 1 an et je devrais plaquer tout à la demande? C'était notre maison. Et en parlant de battre et d'aile, s'ensuit une séquence dans l'avion où tout le monde se tire dessus. Que bon, si t'as maté Goldfinger, tu sais que c'est pas un truc à faire. Mais non, là ça va, hein, même quand le pilote bute son pote à bout portant, alors que t'as quand même des vitres tout partout. Et c'est après avoir branché une bombe destinée à péter d'ici, 5 minutes, hein, ce qui est un peu court, jeune homme, quand tu te prépares à traverser une distance d'environ 150 mètres, en plein ciel, entre 2 avions, avec 3 lourds bagages à transvaser. Pas de panique. Cascade qui, pour l'anecdote, fut réalisée en conditions réelles, avec le pauvre Simon Crane, ici présent, suspendu à plus de 4500 mètres du sol, entre 2 avions voyageant à 240 km/h, le tout sous une température avoisinant les -67°C. Tourné sur le sol américain, hein, parce que ce genre de cascade était interdite en Europe, et le petit plus étant que l'assurance ne voulait pas couvrir la séquence, et Stallone rajouta $1 million de sa poche pour pouvoir tourner la scène. Et si l'on ne voit pas Simon parvenir à rentrer dans la porte de l'appareil à la fin, c'est normal. Une turbulence fit bouger l'avion à quelques pas de la porte et le pauvre se retrouva propulsé brusquement sur le toit à 2 mètres du moteur. Heureusement, au final, il parvint à lâcher prise et s'éjecter de l'avion, lui permettant de déclencher ses 2 parachutes de sécurité, atterrissant juste à temps pour le mariage de Felix Leiter, dans Permis de tuer.
Alors oui, je m'étais un peu moqué de la séquence d'ouverture tout à l'heure, mais les cascades du film restent, même 23 ans après, toujours aussi impressionnantes, du fait, justement, qu'elles furent réalisées en conditions réelles. À noter que le film ne possède par contre aucune séquence à ski, ce qui est extrêmement curieux pour un film de montagne. T'as Stallone qui fait du surf à un moment sur un connard, mais c'est tout. Et oui, après évidemment c'est là où tu commences à te poser une masse de questions comme alors pourquoi ils sont genre 12 dans l'avion d'en face à glander là en laissant Bidule faire tout le boulot, et comment l'agent Johnson parvint à tirer correctement avec un Uzi alors que ces machins là ont une faible portée. Mais bref, le tout explose et les valises dégringolent, me laissant penser que oui, 5 minutes c'était beaucoup trop court sur ta bombe à la con. Et s'ensuit une assez bonne scène de crash aérien où là l'avion faillit presque tomber d'une falaise qui disparaît dès le plan d'après. Heureusement, la femme de Robin Williams dans Hook a une idée, appeler le centre de secours afin de les forcer à les guider jusqu'aux valises perdues, à l'aide d'un super radar de Dragon Ball en 3D. Et forcément, Gabe, après avoir joué au jeu de j'y vais pas, rejoint Tucker sur la falaise. Tucker qui n'est pas super jouasse à l'idée de revoir son beau copain. T'as fait à ton idée? Et elle est morte. Sur le moment, j'ai cru bien faire. Eh ben t'as mal fait! T'étais en surcharge et c'est ça qui a tout déclenché. C'est pas plutôt le fait que tu l'as forcé à grimper en haut d'une falaise alors qu'elle était inexpérimentée, hein, non, connard? Et si dans le script d'origine de Michael France, la responsabilité sur la mort de Sarah était partagée entre Hal et Gabe, ici le film va bien nous insister pendant une bonne grosse demi-heure sur le fait que seul Gabe se sent morveux de n'avoir pas écouté les conseils d'Hal et d'avoir pris une décision ayant coûté une vie humaine. Donc, notez bien cette scène, je vais la Minority Report ici, et je la ressortirai tout à l'heure. Bref, nos deux héros, en mode la sécurité c'est important, mais on va quand même pas s'encorder pour une montée, ça fait branleur, sont surveillés par Eddie de The Mask et un autre type qui recrache de la neige. Où est l'hélicoptère? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et c'est donc après, 40 bonnes minutes, que la prise d'otage commence enfin, avec Bob et Bobby forcés d'aller retrouver les Valoches paumés au beau milieu de nulle part. Mais alors attention, à la beau gosse, Me faut mon piolet et mon perforateur. Non, il n'a besoin de rien. Prends son anorak par sécurité. Il va mourir de froid! Oui, histoire probablement de réitérer le coup de Bruce Willis, vêtu d'un unique Marcel durant tout le long de Piège de Cristal, Gabe Walker va nous passer, quelques heures, vêtu uniquement d'un t-shirt à la con, histoire de fragiliser encore plus le personnage en plein cœur de température polaire. Forcément, une fois arrivé tout en haut, QLN, parce que c'est le nom du méchant, annonce à voix haute qu'il tuera Walker une fois redescendu. Du coup, Gabe, il veut plus redescendre, et Eddie est sommé d'abattre Walker à coups de lance-grenade, putain! Forcément que ça déclenche une avalanche, du con! Et bref, après avoir donc assisté à la fameuse séquence des Die Hard où le héros se retrouve séparé du groupe, Hal leur fait faire le tour du propriétaire, tandis que Jesse est débarqué dans la vallée pour pouvoir se faire capturer à la fin, et Gabe Walker donc nous escalade, toujours en t-shirt s'il vous plaît, toute une paroi glacée à main nue parce qu'on n'est plus du tout à ça près, afin d'atteindre un site situé tout en hauteur. Mais comment ça se fait qu'elle est déjà là? Je veux dire, le gîte il est tout en hauteur, paumé au milieu de nulle part. Elle a été déposée dans la vallée il y a quelques heures, et puis Stallone a quand même pris la ligne droite. Oh, on s'en fout. Et bon, vous vous souvenez de la scène sur les responsabilités? Il faut joindre Franck, par radio. Dis-lui de prévenir les flics. Le froid a bousillé ma radio, mais Franck va venir me chercher. On appellera de l'hélico. Se laisse accrocher dans Bon, une... alors qu'est-ce que tu veux que je fasse? On prend tout ce qu'il faut, et on file. Il faut qu'on trouve la deuxième valise avant eux. Non! Tu fais comme la jeune fille elle a dit, et tu attends que Franck vienne vous chercher. Ils pourront pas aller bien loin, tu viens de dire que la nuit allait tomber. Et Hal et peinard tant qu'ils ont pas mis la main sur les 3 valises. Tu nous as tenu la jambe pendant 30 minutes, comme quoi t'es super responsable de la mort de Sarah parce que t'as pas écouté les autres. Et là qu'est-ce que tu fais? T'écoutes pas les autres! Tu penses sérieusement que tu vas pouvoir mettre la main sur des valoches, paumées au milieu de nulle part, en pleine nuit, après d'immenses chutes de neige, et n'ayant pour repère qu'un pauvre plan en 3D que tu n'as vu que 2 minutes, sans savoir précisément où la valise se trouvait? Et devinez quoi? C'est là. Il parvient à mettre la main sur une valise couverte de neige, perdue en forêt, en pleine nuit, en étant plus rapide qu'une troupe de mercenaires suréquipés, tout en ayant également le temps de fabriquer un bonhomme de neige et d'inscrire « Ho 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 » sur un papier. Oh. Oh. Ce fumier est toujours en vie.
Il n'y a que John qui puisse mettre quelqu'un dans cet état de rage. Et c'est peut-être ça en fait le problème que j'ai avec Cliffhanger. Il semble que deux films différents tentent de cohabiter dans un seul. Avec d'un côté, durant les 40 premières minutes, une histoire réaliste sur fond de traumatisme important, mais ensuite devient un gigantesque Barnum rempli de séquences bourrées d'incohérences. Les leçons qu'on croyait apprises au début du film sont balayées d'un revers de la main, et le personnage devient à nouveau un gros con égoïste mettant la vie de tout le monde en danger, au lieu de faire la seule chose sensée. Laissez Jessie, si tu veux, prévenir les flics, comme elle a dit, pendant que toi, oui, toi, tout seul, tu peux aller tenter des trucs, vu que visiblement elle t'emmerde. Rendez-vous au Nid d'Aigle. Je partirai pas. Jessie, t'en fais pas pour moi. Et si Gabe Walker nous était montré au départ d'une manière réaliste, le film effectue un virage à 180 degrés, donnant des capacités nyctalopes au héros, un pouvoir régénérateur, une aptitude à s'auto-sécher en sortant de la flotte, et des os en adamantium lui permettant de supporter la moindre chute sans dommages corporels. Ce qui fit que, par exemple, la scène de Gabe sautant au-dessus d'un précipice qu'on voyait dans la bande-annonce fut totalement supprimée après les projections test, car le public était mort de rire en voyant le passage. Il faut savoir qu'au début des années 90, et via une mouvance amorcée déjà depuis Piège de cristal à la décennie passée, le profil du héros d'action avait changé. Fini le soldat surpuissant des années Reagan, ici les Dutch Schaefer et autres Rambo furent remplacés par des Mike Harrigan, lieutenant de police, ou Alan Grant, paléontologue. Et cette pléthore d'anciens acteurs d'action durent alors se mettre à la page et jouer les héros du commun, en restant malheureusement le cul entre deux chaises avec la décennie précédente. Et si Schwarzy s'en est le mieux sorti grâce à des astuces scénaristiques pour expliquer ses capacités physiques, comme le faire jouer un héros de cinéma, un robot, un agent secret déguisé en informaticien, ou un simple ouvrier se retrouvant dans un rêve ou pas, Stallone, lui, fut totalement dépassé par un monde qu'il ne comprenait pas. Expliquant pourquoi Cliffhanger est, pour moi, assez maladroit. T'as un décalage, le public veut du réaliste désormais et on lui propose du débile, avec un perso totalement ancré dans les 80s qui se retrouve dans un film des années 90. Je trouve que ça marche pas. C'est d'ailleurs pour ça que Mission Man est génial d'ailleurs, c'est exactement le propos du film, avec l'acteur parfait pour l'incarner. Et l'autre souci du film, bon, et après j'arrête un promis, c'est que sa condition de véhicule pour Stallone fait que l'importance des autres personnages se réduit à peau de chagrin. Jessie n'est là que pour crier devant les chauves-souris, se faire capturer à la fin et reste un boulet durant les combats. Il n'y a plus de balles, connasse. C'est l'heure de la distribution de balles. Franck, le vieux rigolard, passe son temps à tourner en hélico sans se douter de quoi que ce soit, même lorsqu'une explosion gigantesque retentit alors qu'il était pile en face, ce con. À quoi tu sers? C'est gentil de nous voir. Mention spéciale aussi aux deux cons qui discutent avec Gabe là, sans regarder la route, pourtant sinueuse, et qui n'auront strictement aucune incidence sur le script, puisque t'en as un qui se fait buter stupidement, tandis que l'autre s'échappe en parachute et termine au beau milieu des loups. D'ailleurs, tu peux les enlever du scénario, que ça change rien. Enfin, si ton HAL, où sa seule utilité c'est de guider les méchants... Tu disais qu'on pouvait traverser. Oui. Par où, bon Dieu? Là, t'es aveugle? There it is, the bridge of death. Oh, great. Ne pas intervenir lors d'un combat entre Walker et Travers alors que Walker est sous la glace et que tu découvres au plan suivant qu'il était juste à côté, armé d'un fusil à pompe. Si, il sert aussi à crier des trucs et se faire taper. Ils vont te tuer! Redescends! Barrez-vous vite! Il faut noter cependant qu'une scène coupée le montrait justement buter Travers, mais elle fut supprimée pour laisser tout le mérite à Stallone. Mais si l'on nommait ses défauts, donc, qui n'en sont pas vraiment au final, mais ça impacte tout de même le visionnage, Cliffhanger reste tout du moins extrêmement divertissant, et vaut surtout le coup d'œil pour toutes les conditions de tournage mentionnées précédemment, qui font que ce film possède une identité propre. Le concept du Die Hard en montagne est effectivement utilisé à bon escient, chaque décor ayant son importance, et le vide constant autour de nos personnages renforce l'impression d'isolement et de danger. Ok, la gestion des distances est en mode total n'importe quoi dans le film, avec des persos traversant d'un seul coup plusieurs kilomètres en quelques secondes. Ok, les personnages servent à rien pour la plupart et meurent parfois d'une manière totalement débile, comme le type de Rasta Rocket emplafonné sur un stalactite, mais le film reste totalement plaisant, grâce surtout à John Lithgow qui nous fait un méchant délectable de sadisme. Pauvre malade, assassin. Tuer un homme, c'est être un assassin, mais... en tuer des millions, c'est être un conquérant. Va comprendre.
Et pour les connaisseurs, il est doublé en français par Dominique Collignon-Morin, qui est aussi la voix de Nicolas Cage et Mark Hamill. Ah oui, par contre, le film, il faut le voir en français, parce que le casting VF, c'est du top niveau. Alors forcément, t'as Alain Dorval en Sylvester Stallone, mais t'as aussi Mario Santini en Traverse. Va te faire foutre, Walker! Le regretté Patrick Florsheim pour Michael Rooker, qui était aussi la voix de Michael Douglas, Robin Williams et Ed Harris, et qui nous a malheureusement quittés en mars dernier. Mais on a aussi Jack France, la voix de De Niro et Mel Gibson, qui nous fait Paul Winfield ici. Quoi, vous voulez me parler de piratage aérien? Non seulement j'ai mis mes meilleurs agents sur ce vol, mais chacune des valises a été balisée. Et enfin, t'as Virginie Mary pour Jessie, qui était la voix de San dans Princesse Mononoke. Et pour l'anecdote, Rennie Harlin voulait au départ David Bowie pour jouer le méchant, mais celui-ci refusa. Alors, à cause de son planning, dit Harlin, mais je pense que c'est peut-être aussi qu'il ne voulait pas. A noter qu'une suite fut maintes et maintes fois évoquée, et même récemment sur l'Instagram de Sly, qui se serait appelé The Dam, se situant dans un barrage donc, avec Gabe Walker obligé à nouveau de péter la gueule à des terroristes, et que, alors si vous vous demandez un peu ce que ça aurait pu donner, je vous conseille Whiteout, c'est un film japonais au concept similaire. Ou alors, au pire, il y a le direct ou DVD Terminal Rush, qui est sorti en 1998, avec Roddy Piper dedans. Ça a pas l'air bien, je l'ai pas vu, j'ai pas vu. Sinon, vous pouvez faire comme moi et croire que la suite directe du film s'appelle Daylight. Ça marche aussi. Du coup, le film reste un pur produit Rennie Harlin. C'est horriblement con, c'est neigeux, c'est un peu gore, t'as des victimes latérales totalement inutiles, aucune surprise, mais ça détend. Un peu comme 58 minutes pour vivre en fait. Pas un grand film méritant tous les supplices endurés par l'équipe, mais ça reste regardable. Surtout qu'il s'agit là du dernier gros succès au box-office de Sylvester Stallone, avant sa dégringolade des années 90 et la traversée du désert dans les tréfonds du direct ou DVD. J'adore Demolition Man, mais le public, lui, il a pas aimé. Quant à Rennie Harlin, après avoir réalisé Hercule en 2014, Hercule Minus, le marchand d'enfants, pas celui avec The Rock, mais l'autre, il profite actuellement du boom du marché du cinéma en Chine pour fonder sa propre maison de production là-bas, et a réalisé le tout dernier Jackie Chan, avec Johnny Knoxville dedans. Je sais pas trop de quoi ça cause, parce que la bande-annonce est en chinois, mais en tout cas c'est joli. Désormais, je suis le seul à pouvoir nous redescendre. Ça rapproche à nouveau. Tiens, prends ton joujou et trouve notre magot. Libre de droit, générique libre de droit, libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit, libre de droit, générique libre de droit. Cette chanson est à moi, YouTube l'enlève pas, c'est libre de droit. Libre de droit. La montagne, ça vous gagne.